Donc, dans le cadre de cet après-midi, on a le plaisir d'accueillir Mme Chantal-Lynne Carpentier, donc, qui est chef du bureau de New York de la CNUSED, donc la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, qui va nous entretenir donc de ses objectifs de développement durable dans le cadre de l'agenda post-2015 de l'ONU. Donc, c'est vraiment un grand plaisir de recevoir Mme Carpentier ici, qui a une très longue feuille de route. En fait, avant de rejoindre la CNUSED il y a quelques mois, Mme Carpentier, qui est spécialisée dans l'agriculture durable, le développement durable, le commerce et l'environnement, la consommation et la production durable, était responsable du développement durable et coordonnatrice du programme des grands groupes au département des affaires économiques et sociales des Nations unies, et cela depuis 2007. Mme Carpentier a également dirigé pendant 5 ans le programme relatif à l'environnement, à l'économie et au commerce, à la Commission de coopération environnementale de l'ALENA, après avoir réalisé des études de post-doctorat à l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires et œuvré comme analyste de politique publique dans de nombreux laboratoires d'idées, ainsi que dans le cadre d'organismes internationaux comme le PNUD, le Programme des Nations unies pour le développement, la Banque mondiale et l'OCDE. Donc, c'est vraiment un très grand plaisir pour nous d'avoir Mme Carpentier avec nous. Par la suite, nous aurons la chance aussi d'avoir la contribution de 3 autres panélistes que je vous présenterai ultérieurement. Donc, M. Gilbert Rist, M. Pierre Baudet et M. Tunao Kiri. Donc, Mme Carpentier va vous entretenir de son sujet pendant environ 45 minutes. Ensuite, les 3 panélistes auront chacun entre 5 et 20 minutes pour réagir. Puis, la période sera pour vous. Donc, on sera ouvert à vos questions pour une autre période d'environ 45 minutes. Donc, sans plus tarder, j'inviterai Mme Carpentier à venir s'exprimer devant vous. Merci. Alors, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est de vous parler un peu de l'historique des objectifs de développement durable, parce que ça commence avec les objectifs du millénium, bien entendu, et faire une revue un peu de où est-ce qu'on en est avec les objectifs de développement du millénium, qui nous amènent aux objectifs de développement durable, qui, eux, nous amènent au post-2015, le post-20, l'agenda de développement pour les 15 prochaines années. Ensuite, je vais parler un peu, bien entendu, je suis ici, donc il faut que je vous parle un peu de la CNUSED, où j'ai joint 3 mois, du travail que nous faisons, et surtout pour supporter le post-2015 et les ODD. Ensuite, expliquer pourquoi une approche intégrée est nécessaire si on va avoir du succès. Et ensuite, les points chauds des négociations et le travail qu'il y aura à faire devant nous. Alors, pour commencer, des objectifs du développement millénaire aux ODD. On a eu quelques succès dans les objectifs de développement du millénaire, dont l'atteinte des objectifs de 50% diminution de la pauvreté. Par contre, bien entendu, si on désagrègue les données, et surtout si on retire la Chine des statistiques, on voit que l'Afrique subsaharienne et d'autres régions n'atteindront pas les objectifs de développement du millénaire qui se terminent en 2015. Ceux d'entre vous qui étaient là ce matin, ça a déjà été mentionné par Pierre. Donc, le manque de désagrégation des données fait en sorte que d'un côté, on se dit, oui, on a atteint les objectifs. Par contre, l'objectif, il était global et non pas régional ou non pas désagrégé au niveau de est-ce que c'est les plus démunis qui ont été sortis de la pauvreté ou c'est ceux qui étaient juste au bord de la frontière pour être sortis de la pauvreté. Deuxièmement, on a l'accès à l'eau potable qui a été augmenté aussi, qui a été amélioré. Il y a plus d'enfants qui ont été sauvés. Il y a moins d'enfants morts de la malaria ou du HIV, du VIH. Et il y a une certaine pénétration technologique qui a amélioré les connaissances, l'éducation et la communication, ainsi que l'industrie dans certains des secteurs. Par contre, comme il a été dit ce matin, on n'a pas atteint les objectifs de la mortalité infantile et de la mortalité chez les mères. Les émissions de CO2 ont augmenté de 46% depuis 1990 au lieu d'avoir diminué. On fait face à des pertes d'espèces, des pertes de biodiversité, des forêts. Et les objectifs du millénaire étaient un pacte mondial
qui était dans l'objectif 8, en fait, où est-ce qu'il y avait un partenariat mondial, où est-ce qu'on disait aux pays en voie de développement, voici les objectifs à rencontrer et nous, on va vous donner 0,07 du PIB de nos pays pour vous aider à accomplir ces objectifs. Cet objectif du 0,07 n'a aussi pas été atteint et donc, il ne faut pas se surprendre que non plus les autres objectifs n'ont pas été atteints. Par contre, il y avait beaucoup d'autres raisons pourquoi ces objectifs n'ont pas été atteints. Et un d'entre eux, et un des piliers du programme de la CNUSED pour le post-2015, c'est qu'on n'a jamais adressé ou porté attention aux facteurs économiques, aux facteurs macroéconomiques, les facteurs financiers, les facteurs d'investissement et de la dette. Tous ces facteurs-là sont sous-jacents à tout objectif qu'on essaie d'atteindre et affectent toutes les politiques nationales qu'on a. Et donc, et limite, en fait, les politiques nationales qu'on a de plus en plus, et ça, on va y arriver. Donc, on a quand même la pauvreté, après la crise 2007-2008, la pauvreté est retournée plus ou moins où elle était. On avait de bons progrès jusque-là, ainsi que l'élimination de la famine. Par contre, ce qu'on voit, c'est une croissance aussi de l'inégalité, non seulement entre les pays, donc les pays pauvres et les pays riches, mais aussi dans nos pays, les pays industrialisés, on voit une immense augmentation de l'inégalité au sein de nos pays. Et même là où, il faut se dire, et c'est aussi le contexte dans lequel les objectifs du millénaire n'ont pas été atteints. Ça a été une période de la plus grosse croissance économique des dernières décennies. Donc, on a eu une grosse croissance économique, on a eu des prix des ressources super élevés, et malgré tout ça, les pays en développement, beaucoup qui dépendent de l'exportation et donc des prix des commodités, n'ont pas vu une réduction de la pauvreté ou n'ont pas aussi vu une augmentation de l'atteinte de leurs objectifs du millénaire. Le taux de chômage, présentement, est un taux chez les jeunes est inédit dans l'histoire depuis qu'on a des statistiques. On a plus de 200 millions de jeunes qui sont sans emploi, éduqués au monde, et ça crée des problèmes politiques et sociaux énormes. Et l'économie qu'on a ne crée pas beaucoup d'emplois. On parlait tout à l'heure, avant la conférence avec Pierre, où est-ce qu'il y a beaucoup d'universités qui augmentent les contingents pour les jeunes qui reviennent aux études parce qu'il y a beaucoup de diplômés qui n'ont pas d'emploi. Et la classe moyenne augmente énormément. On a maintenant 2 milliards de personnes dans la classe moyenne, surtout en Chine et en Inde qui ont augmenté, et qui, on espère, vont atteindre 5 milliards de personnes d'ici 2050. Et ces gens-là ont un but de consommer comme nous consommons. Et donc, avec des modes de consommation-production pas très durables comme nous les avons. Ce que ça donne, c'est un graphique un peu comme ça. Ça, ce que ça vous donne, si vous avez sûrement déjà vu, le Human Development Index, l'index de développement humain du Programme des Nations Unies en développement, l'horizontal, l'axe horizontal. Vertical, c'est l'ecological footprint, le footprint que nous avons sur l'environnement. Et comme vous pouvez le voir, au fur et à mesure que les pays augmentent leur indice de développement humain, ils augmentent aussi leur footprint. Donc, quelles sont les leçons qu'on peut tirer des objectifs du millénaire pour le développement des objectifs de développement durable? Les objectifs du millénaire, comme je disais tout à l'heure, n'ont jamais essayé d'expliquer. Ils ont dit qu'est-ce qu'on voudrait faire, quels étaient les objectifs. Ils étaient tous sociaux. Et ils n'ont jamais regardé à comment on allait y arriver et qui allait faire quoi. Ensuite, les politiques de développement n'ont pas été en appui aux objectifs du millénaire. Elles étaient complètement indépendantes. Les buts sociaux, c'est clair, ne sont pas suffisants. On n'arrivera pas à avoir un système d'économie inclusif et durable en essayant de seulement adresser les problèmes sociaux. Parce que tout est relié à les droits humains. Et les droits humains sont reliés au droit à l'emploi, le droit à une santé, le droit à l'eau potable, le droit... Et donc, si on n'est pas en santé, on ne peut pas être productif. Si on n'est pas productif, on n'a pas une économie qui produit. Si on n'a pas une économie qui produit, on n'a pas de demande. Et si on n'a pas de demande, on n'a pas de production. Et donc, on n'a pas il n'y a pas une économie, il y a un cycle qui s'établit. Il faut intégrer les 3 dimensions du développement durable et les 194 pays membres de l'ONU se sont mis d'accord que le social, l'économie et l'environnemental doivent être pris en compte au même niveau si on veut atteindre les objectifs du développement durable. Il y aura aussi une nécessité d'un push technologique et financier pour l'accès à l'énergie, l'accès à l'alimentation, l'accès à l'éducation, à la santé pour les pays moins nantis.
Il est impossible, et même les moins nantis dans nos pays, parce que ça n'arrive pas de soi-même. Et les objectifs devront être transformatifs. C'est un mot que tous les pays membres ne sont pas d'accord. Par contre, ils sont tous d'accord qu'il doit être inclusif, centré sur les personnes et centré sur la planète. Donc, les ODD doivent focuser sur la pauvreté parce qu'on n'aura pas atteint, comme disait Pierre ce matin, les objectifs du millénaire, donc il va falloir faire encore plus. Ils doivent être au centre. Il faut désagréger tous les indicateurs pour s'assurer qu'on n'augmente pas seulement les gens, on ne sort pas seulement les gens de la pauvreté qui sont les plus près des villes ou les moins défavorisés, mais tous les gens. Et donc, les femmes, les jeunes, les gens handicapés, les gens les moins favorisés, les gens des castes, tous les gens dans tous les pays. Et donc, il va falloir revoir complètement notre système statistique si on veut y arriver. Les objectifs sont universels. Ça change le paradigme pays du Nord, pays du Sud. Pays du Nord, on est tous corrects, on fait tous notre truc, et on va vous donner de l'argent au pays du Sud pour changer vos pratiques, pour avoir un développement durable. Non, ce n'est plus le modèle qu'on préconise ici. On dit, on a tous des problèmes, la plupart des problèmes sont communs, et à moins qu'on porte attention ensemble sur ces problèmes, on n'y arrivera pas. Durant les négociations, le G77 et Chine sont ceux qui ont le plus poussé pour un objectif sur les modes de production-consommation durable et pour une attention au changement climatique. Ce ne sont pas les pays développés qui ont poussé pour ça, parce que c'est les pays en développement qui ont plus à subir les impacts de la surconsommation et des changements climatiques. Ce que j'aimerais aussi apporter comme leçon, c'est que les ODM, la manière qu'ils ont été développés, ça a été des experts dans des salles fermées qui ont développé des objectifs et des cibles, qui les ont amenés et qu'on a plus ou moins présentés aux pays en développement et dit « voici ce que vous allez faire ». Je caractérise, mais c'est un peu ça. Au contraire, les ODD, la manière que ça a été fait, c'est que tous les pays, 194 pays, se sont mis dans une salle pendant 18 mois et ont passer à travers qu'est-ce qu'on connaît pas, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui fonctionne pas, et ils ont négocié chacun des objectifs et des cibles une à une. Et de plus, ça c'est au niveau des pays membres. En plus, la société civile, donc dans le cas de l'ONU, c'est où j'étais avant, les groupes principaux incluent les femmes, les peuples indigènes, les jeunes, le secteur privé, les ONG, la communauté scientifique, les autorités locales, les fermiers, et les syndicats. Et tous ces gens étaient représentés dans les négociations, étaient dans la salle durant les négociations, avaient une contribution à faire. Leurs documents étaient partagés en ligne avec les pays membres. On avait des réunions avec les pays membres à tous les matins des négociations. Et donc, il y a vraiment une appropriation des objectifs de développement durable qu'on n'a pas eu durant les objectifs du développement du millénaire. Il faut prendre en compte la discrimination, l'inégalité, bien entendu, au sein et entre les pays. Et il faut cibler le comment, comme je disais tout à l'heure, et avoir toutes les parties prenantes à la table. Donc, qu'est-ce que ça veut dire maintenant qu'on a... en fait, je vais vous donner un peu un compte-rendu. À Rio +20, on nous avait mandaté de développer des objectifs de développement durable à travers un Open Working Group, un groupe ouvert. Le groupe était supposé avoir 30 sièges, 30 pays représentés. Le Open Working Group et les ODD n'ont jamais eu autant il n'y a aucun sujet à l'ONU qui n'a jamais eu autant d'intérêt de la part non seulement des pays membres, de la société civile, du secteur privé, jamais. C'est vraiment... ça a pris 6 mois pour les pays membres à se mettre d'accord. Qui seraient les 30 pays qui seraient dans la salle pour négocier les ODD? Ils ne se sont pas mis d'accord et finalement, on a eu 70 pays pour représenter les 30 sièges. Le Canada, les États-Unis, Israël étaient ensemble sur un siège et alternaient qui allait parler. Et en fait, les autres pays qui n'étaient pas là ont aussi voulu être dans la salle, dont on avait une discussion au niveau de l'Assemblée générale vraiment, seulement que les pays, les 70, parlaient d'abord. Et ensuite, la société civile parlait aussi. Ça a été les co-facilitateurs de la négociation étaient très, très, très skilled, compétents, heureusement, parce qu'ils avaient la confiance des pays membres et la confiance de la société civile et étaient capables d'amener les deux ensemble et de pousser l'agenda.
Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris 8 sessions, parce que les gens trouvaient que ça avançait pas assez, mais ils ont pris la peine de prendre 8 sessions où est-ce que tous les pays membres pouvaient dire qu'est-ce qu'ils voulaient qu'il ressorte des objectifs de développement durable. Et c'est seulement après les 8 sessions de l'état des lieux que les coachs facilitateurs ont mis de l'avant un ébauche de quels seraient les secteurs qu'on pourrait approcher ou développer comme objectif. Et à ce moment-là, c'est là que les négociations ont commencé. Par contre, ce qu'ils ont fait qui était brillant, c'est qu'ils ont dit, voici les secteurs qui auront. Voici les dates auxquelles on va se rencontrer à chaque mois et voici les thèmes qui seront abordés dans chaque mois. Pourquoi c'est important? Parce que ce sont des thèmes qui sont super complexes. Déjà, quand on parle d'éducation, qu'on parle de santé, qu'on parle d'économie, d'infrastructure, c'est des secteurs complexes où est-ce qu'il faut avoir une expertise pointue. Mais quand on parle de ces secteurs-là dans un contexte de développement durable, il faut avoir une connaissance accrue. Et si on n'a pas une avance sur quand on va négocier, il est impossible pour les pays et pour la société civile de faire venir de la capitale ou des pays cette expertise-là dans la salle pour négocier les objectifs de développement durable. Donc, une raison pour laquelle les objectifs sont plus ambitieux que beaucoup de gens pensaient qu'on serait capable d'avoir, c'est que les experts des capitales sont venus. Au lieu d'avoir les directives de la capitale et de dire non, moi je peux pas aller plus haut que ça, ils étaient capables de juger si oui ou non ça allait dans une bonne direction et aller un peu plus de l'avant. Donc ensuite, on a eu 5 sessions de négociation et ce qu'on a eu, c'est que on était supposé terminer le vendredi. Le samedi à 1h de l'après-midi, le 19 juillet, on a terminé avec 17 objectifs et 169 cibles. Les objectifs depuis, même ceux qui disaient que Rio avait été un failure, que c'était encore une grosse conférence qui sert à rien, maintenant sont d'avis que ces objectifs-là sont ambitieux, sont forts, sont inclusifs et sont centrés sur la personne et la planète. Ils sont appuyés sur beaucoup d'évidences scientifiques. Par contre, faut pas se leurrer, c'est un compromis politique. Et à la dernière minute, la raison pour laquelle on n'a pas terminé à 6 heures vendredi soir et qu'on a terminé à 2 heures l'après-midi en samedi, c'est qu'il y avait des pays qui voulaient pas avoir les droits de reproduction de la femme sur l'accord. Il y a des gens qui voulaient pas avoir l'état de droit sur les cibles. Et il y avait certains secteurs comme ça qu'on pouvait pas se mettre d'accord. Alors, dans ce moment-là, on crée des groupes à part pour essayer de résoudre des conflits, puis on ramène le groupe à l'Assemblée pour voir si on peut se mettre d'accord. On n'était toujours pas d'accord. Ce que les co-facilitateurs ont fait, c'est de mettre un document de l'avant avec les 17 objectifs et les 169 cibles, et c'est un take it or leave it. C'est où on se met d'accord parce qu'il y a assez de ce que je peux vivre avec dedans et il n'y a rien avec lequel je ne peux pas vivre, et où je viens juste de perdre 18 mois de négociation et tout l'investissement qu'on a fait dedans. Donc, l'accord a été pris. Et maintenant, a été soumis à l'Assemblée générale et l'Assemblée générale a décidé que les objectifs du développement durable négociés par 194 pays membres seraient au cœur des négociations du POSE 2015, plus les autres rapports qui avaient été mandatés par Rio, dont le comité d'experts sur la finance, sur le développement durable, les dialogues sur le transfert des technologies, les événements du président de l'Assemblée générale pour avancer les discussions. Et le mois prochain, le secrétaire général de l'ONU va émettre son rapport synthèse qui ramène tout ça ensemble. Mais les pays membres ont mis très clair que ce n'est pas le rapport synthèse du secrétaire général qui sera la base des négociations, mais bien le document du Open Working Group qui, lui, a été négocié par les pays membres. L'Irlande et le Kenya ont été nominés comme co-facilitateurs pour le POSE 2015. Le Kenya était déjà co-facilitateur, donc ça, c'est très bien. Et on va voir avec l'Irlande qu'est-ce qui se passe. Les objectifs du développement durable, je présume que vous les avez tous lus ou au moins regardés rapidement quand vous saviez que vous allez venir à cette conférence. Mais quand même, il est bon de regarder l'élimination de la pauvreté, bien entendu, de la famine, de la nutrition, agriculture durable, vie saine et à tout âge pour tous. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'on a à tout âge pour tous? Ça vous semble pas un peu bizarre comme langage dans un document de l'ONU?
Ça, c'est typique des compromis politiques. On avait les groupes des associations des gens handicapés qui voulaient avoir un objectif sur les gens handicapés. Le groupe des gens âgés qui voulaient avoir un objectif sur les gens âgés. Les groupes des jeunes qui voulaient avoir un objectif sur les jeunes. Ainsi de suite. Chacun a son item qu'il voulait voir dans le document et avoir un objectif dessus. Au lieu de faire ça, ce qu'on a fait, c'est de dire, dans ce cas-ci, à tout âge pour tous. Et donc, ça couvre les jeunes, ça couvre les vieux et ça couvre tout le monde. L'éducation de qualité et formation continue. Ça, c'est un autre aussi gros gain. Avant, dans les objectifs du millénaire, on avait l'éducation pour tous. Par contre, on n'avait pas la qualité de l'éducation. Donc, on avait des gens qui allaient à l'école, mais c'était des écoles sans professeurs, des écoles sans crayons, sans papier. Et donc, on n'avait pas nécessairement appris. Égalité des femmes et filles. Et je crois que c'est l'autonomisation des femmes. Empowering. Autonomisation, voilà. L'accès et gestion de l'eau et la sanitation, accès aux énergies abordables, durables et fiables, croissance économique durable, inclusive, plein emploi, emploi décent. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 200 millions de jeunes au chômage et le taux de chômage est super élevé présentement. Les infrastructures résilientes, inclusives, durables, industrialisation et innovation. Égalité au sein et entre les nations. Ça a été débattu, ça a été entré, ressorti de l'accord, remis dans l'accord. Les villes inclusives, sécuritaires, résilientes et durables. Consommation, production durable, que je vous ai mentionné tout à l'heure. Changement climatique, ressources marines, océans et mers. Écosystèmes, forêts, désertification. Société pacifique et inclusive, accès à la justice et institutions adéquates. Ça, c'est un autre que vous pouvez juger rapidement que ça a été négocié mot par mot, virgule par virgule. Et ça, c'était vraiment un des points litigieux pour l'accord parce que le Brésil ne voulait pas avoir l'État de droit dans la cible. Et la société civile disait, ben, c'est ridicule, il faut avoir l'État de droit, c'est quelque chose qui est bien, l'État de droit. Par contre, le Brésil a mis de l'avant que le problème avec l'État de droit de la manière que l'on fait présentement, c'est que ça oblige les pays à rencontrer leurs droits au niveau national, mais il n'y a rien qui dit qu'au niveau international, nous devons rencontrer nos droits, dont les engagements qu'on a pris au niveau international de financement, les engagements qu'on a pris au niveau international sur les changements climatiques et autres. Et donc, vous allez voir qu'il n'y a pas l'État de droit dans la cible, mais dans l'objectif, mais il est dans la cible. Et les moyens de mise en œuvre, partenariat mondial. Encore une fois, ça a été de négociations ténues. Les pays du G77 et la Chine voulaient avoir les moyens de mise en œuvre sous chacun des objectifs parce qu'ils se sont fait avoir une fois ou plusieurs fois et ils se sont dit on ne sera pas avoir une autre fois. Donc, si on va avoir des objectifs, il faut avoir des moyens de mise en œuvre sous chacun des objectifs. Mais en plus, on aura des moyens de mise en œuvre généraux pour un cadre de mise en œuvre. Si on regarde rapidement ce qui se passe au niveau du processus, c'est toujours un peu lourd. Ces grosses organisations internationales. On a déjà couvert les rapports qui vont sortir. Les modalités de pause 2015 sont en train d'être terminées de négocier. Et on va commencer les négociations à partir de janvier pour le pause 2015. On a commencé déjà les négociations pour le Financing for Development. Et là, vous voyez qu'il y a encore une fois une tension parce qu'on a le Financing for Sustainable Development qui sont dans les moyens de mise en œuvre, et on a le Financing for Development, on s'était mis d'accord à Monterrey. Et donc, l'histoire est de savoir, est-ce qu'on doit avoir 2 sets de financing, un pour développement puis un pour Sustainable Development, ou on en a un pour les deux? Et si pour les deux, comment est-ce qu'on raccorde les deux? Parce que si on se souvient, au début des négociations du Open Working Group, le Brésil insistait qu'on ait 2 sets d'objectifs. Un de développement et un de développement durable. Heureusement, on s'est tous mis d'accord, tous les autres pays se sont mis d'accord pour dire qu'il y aura un ensemble d'objectifs de développement parce que ça aurait été, déjà que ça ne va pas être facile, mais avec deux sets d'objectifs, ça aurait été complètement incohérent. Et maintenant, il faudra voir avec les moyens de mise en œuvre et le financement pour le développement, est-ce que ça existe vraiment, le financement pour le développement versus le financement pour le développement durable? Et ça, c'est la question à voir. Bon, on a commencé les négociations. En fait, on a commencé les états des lieux et on va commencer les négociations pour le Financing for Development en janvier. La CNUSED vient d'avoir à Genève un forum international sur l'investissement dans les ODD. Je vous invite tous à aller voir sur le site web. Il y a beaucoup de
c'est le côté plus du financing for sustainable development qui a été discuté. Donc, l'initiative pour les stock exchange, la corporate social la responsabilité sociale des entreprises, la contribution du secteur privé, comment est-ce qu'on tient le secteur privé accountable? Responsable. Imputabilité du secteur privé, voilà. Oui, c'est encore plus joli. Et donc, c'est beaucoup de matériel qui est sorti qui va être ramené sur New York parce que le problème qu'on a avec les moyens de mise en œuvre, si vous regardez les objectifs de développement durable, ils sont assez bien étoffés, sauf les moyens de mise en œuvre. Pourquoi? Les experts sont à Genève. Tout ce qui se passe sur le commerce, l'économie, c'est négocié à Genève ou l'IOMC, la CNUSED où je travaille. Moi, je suis le petit bureau à New York, mais tous les 400 économistes sont à Genève. Et donc, cette partie-là, elle est moins étoffée. Ensuite, on aura aussi la conférence du Financing for Development à Addis Ababa en juin et le forum de politique de haut niveau qui a remplacé la Commission du développement durable en juin. Donc, toute cette année, ça va être chaque point va être crucial. Ce que les gens disent, c'est que si on n'a pas une conférence sur le financement pour le développement qui a du succès, ça met à risque la conférence pour les objectifs du développement durable. Parce que c'est vraiment un pacte global que les pays en développement voient. On s'était mis d'accord, on s'était dit qu'on allait avoir les ressources pour atteindre les objectifs du développement du millénaire, on les a pas atteints. Maintenant, si on va passer aux ODD, il faut que ce pacte-là reste en valeur et en plus soit augmenté. Et donc, les négociations pour le post-2015 vont avoir lieu toute l'année prochaine, à MIST, en même temps que toutes ces autres négociations. Et le 21 au 23 septembre 2015, au début de l'Assemblée générale, on aura le sommet pour le post-2015. Juste avant les négociations pour les changements climatiques à Paris. Donc, vous pouvez vous imaginer que l'année prochaine, au niveau international, ça va être assez heavy, comme on dit en bon français. Quels sont les points chauds? Comme je disais tout à l'heure, les objectifs de développement durable sont à base d'évidence scientifique, mais c'est clairement un compromis politique. Ce que ça donne, c'est qu'il y a dans des cas où est-ce que les cibles, les 194 pays se sont mis d'accord, sont moindres que les engagements qu'on a déjà au niveau international, sous d'autres ententes. Et donc, comment est-ce qu'on réconcilie les deux? Comme le droit humain, c'est un exemple parfait. Garder les cibles globales, ne pas réouvrir les objectifs de développement durable. Ça, c'est comme un accord de libre-échange. On ne peut pas réouvrir et dire « je veux changer l'objectif 8 » en pensant que ça ne va pas réouvrir tous les objectifs. Donc, l'idée, ce serait de garder les objectifs, mais d'augmenter de changer, de l'augmenter par le cadre d'implémentation dans lequel il sera. Et un des arguments que le Canada, les États-Unis et d'autres pays donnent pour réouvrir les objectifs de développement durable, c'est de dire il y en a trop, c'est pas communicable. Alors, la réponse que certains pays donnent, c'est engager une firme de consultation pour la communication parce que c'est pas mal plus facile de communiquer, de repackager pour communiquer que de renégocier les objectifs de développement durable. Si on essaie d'en enlever un ou d'en changer un, on risque de perdre le tout. La révolution des données que je vous ai dit tout à l'heure, il y a deux mots qui reviennent toujours dans le cadre du post-2015. « Leave no one behind » et « inclusif ». Il est clair que le modèle de développement qu'on a utilisé dans les dernières 50 années, et je vous invite à lire, c'est sur le site web, c'est le 50e anniversaire de la CNUSED présentement. Ça fait 50 ans qu'on fait du développement au niveau macroéconomique, commerce, finance. On a été créé en même temps que le G77, alors que les pays d'Afrique étaient décolonisés, ils rentraient dans le système international. Et comment intégrer ces pays-là dans un système de gouvernance financière, de commerce qui était déjà établi pour qu'ils soient à part égale avec les autres pays. Et donc, on revoit ici les politiques qui ont été faites, les ententes qui ont été faites, et le parallèle entre la croissance du G77 et de la gouvernance internationale avec le travail de la CNUSED. C'est très intéressant. Maintenir la mobilisation mondiale. Je suis convaincue, parce que j'étais le point focal à l'ONU de toute la société civile, secteur privé, qui travaillait avec nous sur le développement durable, que les objectifs de développement durable n'auraient pas été atteints sans
une participation active et transparente de toute la société. Et j'étais hier matin avec les anciens facilitateurs, les facilitateurs du Open Working Group, et ils disent publiquement que sans eux, sans vous, ils n'auraient pas été capables d'atteindre ces objectifs, sans une ouverture et une transparence. Et de toute façon, on aura besoin de tout le monde pour mettre en œuvre ces objectifs, et donc il faut garder tous ces acteurs-là à la table. Un des problèmes qu'on fait face aussi, c'est que les objectifs doivent être universels. En même temps, on a le principe de Common but Differentiated Responsibility, responsabilité différenciée selon les capacités. Et comment est-ce qu'on fait ça en même temps que les buts sont universels? Et donc, c'est quelque chose avec lequel on est en train d'essayer de voir. Il y a aussi beaucoup de discussions sur comment est-ce qu'on va financer les objectifs de développement durable? Est-ce que ça doit venir du secteur privé, vu que le secteur public n'a pas l'argent? Et est-ce qu'il y a encore un rôle pour l'aide publique? Et pour beaucoup d'acteurs, dont la CNUSED, il est clair que l'aide publique a toujours un rôle à jouer, est toujours importante, surtout pour les pays les moins nantis, les landlocked countries, les pays enclavés, merci, les pays les moins développés, comme la Suisse, exactement, et les petits États insulaires où ils n'ont pas une économie, où il est difficile de développer une économie. Je vais passer rapidement sur le rôle de la CNUSED, seulement pour vous dire que on est le point focal à l'ONU sur tout ce qui a trait au commerce et au développement. Comme je vous ai dit, on a été créé par le G77 pour les aider à négocier leur entrée dans le système international monétaire, financier et de commerce. Et on est aussi le point focal des Nations unies sur la dette et sur tout ce qui a à faire avec commerce et. Donc, commerce et femmes, commerce et climat et autres. Et en passant, on supporte présentement les négociations sur la résolution sur la dette qui a été votée aux Nations unies. Après la décision de la Cour de New York de refuser la restructuration pour l'Argentine avec les dettes des hold-out, les Vulture Funds, les fonds vautours, qu'on dit. Et donc, ça a été amené à l'ONU. Il y a un vote qui a été lieu. On va avoir des négociations sur un cadre multilatéral légal pour la restructuration de la dette souveraine, qui risque d'être très intéressant aussi. Les 3 piliers de la CNUSED, rapidement, on fait l'analyse et la recherche, on fait beaucoup de rapports. Malheureusement, je ne sais pas ce qui sont passés, mes gros rapports, c'est des grosses briques, mais j'ai les petits... On fait un Trade and Development Report, donc le rapport sur le développement et le commerce à toutes les années, où on revoit les politiques de développement et comment est-ce que le commerce, l'infrastructure, la technologie supportent ou non les pays en voie de développement et les autres pays. Et on a aussi un autre rapport sur le World Investment Report, l'investissement mondial. On a d'autres rapports aussi sur les least developed countries, sur l'Afrique et le développement. Mais on utilise l'analyse qu'on a pour influencer les négociations internationales et aussi pour informer l'assistance technique qu'on donne aux pays. Et c'est toujours à la base de la demande des pays. Juste pour vous donner une idée du travail que la CNUSED a fait dans le passé, l'historique de pourquoi et qu'est-ce qu'on supporte dans les objectifs de développement durable, c'est nous qui avons amené cet objectif à l'Assemblée générale du 0,07 % du PIB pour l'aide au développement international. L'accord sur la différenciation pour les pays moins développés pour avoir des accès préférentiels au commerce. Et je vais passer ça. Maintenant, on travaille surtout sur, et c'est un peu ce qui ressort de ce rapport de cette année et de celui-là. Ce qui se passe, c'est que comme le système international multilatéral n'avance pas, le Doha Round, fameux Doha Round, qui était le Development Round, n'aboutit pas. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'au lieu d'avoir un système cohérent multilatéral, on a une panoplie d'accords régionaux bilatéraux qui ne sont pas nécessairement cohérents entre eux, qui limitent en fait l'autonomie des pays pour mettre en place des politiques, incluant les politiques qui seront nécessaires pour atteindre les objectifs de développement durable. Donc, le policy space, qu'on dit en anglais, et surtout les accords internationaux d'investissement.
Les accords internationaux d'investissement, on a présentement plus de 3000 accords. Il y en a à peu près la moitié qui sont au point d'être renégociés. Et beaucoup de pays sont en train de les renégocier, mais il y a des milliards de dollars qui sont en fait gelés parce qu'il y a 500... Est-ce que vous connaissez les accords d'investissement internationaux? Non? OK. L'idée, c'est que c'est la première fois où est-ce que... moi, j'ai une compagnie minière, j'ai investi au Pérou, et l'accord dit que si le pays va changer ses règles environnementales et que ça affecte mon revenu, puis moi, j'avais planifié tout à partir de les lois existantes quand j'ai investi, si on change les lois, je vais être obligé de dédommager. Je vais être obligé d'être dédommagé par le Pérou parce que c'est un taking, parce qu'on m'a enlevé un revenu sur lequel j'avais investi. Donc, j'ai investi au Pérou pensant que ce seraient les lois en vigueur, et maintenant, on change les lois, et donc, on doit me compenser parce que j'ai plus le même revenu. Ça, c'est un exemple typique. Le Canada, par exemple, sous l'ALENA, avait été amené en cours par le secteur privé du tabac, parce qu'on avait mis une loi qui disait qu'on ne pouvait pas advertiser, on ne pouvait pas faire de marketing contre le tabac. Ça vous donne une idée de la réduction de l'autonomie qu'on peut avoir pour les politiques. Et il y a 3000 de ces accords-là qui sont en existence. Et maintenant, il y a 500 disputes qui ont été amenées par le secteur privé envers les États pour se faire compenser parce qu'on a changé des lois. 3/4 de ces disputes-là sont contre des pays en voie de développement. Donc, ces milliards qui sont gelés parce qu'on est en litige internationalement, et ce sont des cours qui sont fermés. Donc, on ne sait pas tous les cas non plus. Et on ne sait pas tous les dédommagements qui sont donnés non plus, parce que la plupart sont gardés confidentiels. Tous ces milliards, s'ils étaient relâchés, ça pourrait déjà mettre de l'avant des ressources qui seraient disponibles parce que ces pays-là, s'ils ne sont pas capables de restructurer leurs dettes, comme l'Argentine a fait, ils n'ont pas l'argent pour le secteur public, donc pour l'éducation, pour la santé, pour le transport et d'autres secteurs. S'ils ont les revenus publics sont gelés parce qu'on va peut-être être obligé de payer des milliards de dédommagements à des compagnies privées qui ont investi chez nous, on ne peut pas investir dans l'infrastructure, dans la santé, dans l'entrepreneuriat. Et donc, ce sont les secteurs dans lesquels on travaille. On essaie de voir comment est-ce que, d'une part, au niveau national, comment est-ce qu'on peut aider les gouvernements des pays en développement à avoir des politiques nationales qui sont cohérentes pour un développement social inclusif et durable, et d'autre part, quels sont la gouvernance internationale, ces accords internationaux, ces accords et ces droits du commerce qui font en sorte qu'on empêche ces lois-là d'être appliquées au niveau national. C'est un peu pour caractériser le travail qu'on fait. Et nous, ce qui est important pour la CNUSED présentement, pour le post-2015, c'est de dire il faut qu'on attaque de plein front ces secteurs-là, sinon on n'arrivera jamais à mettre en œuvre les objectifs de développement durable. Je vais sauter ça parce que je crois qu'on va manquer de temps. Donc, c'est un des trucs qu'on travaille présentement, c'est de regarder, la CNUSED, on est pro-commerce, on est pro-investissement étranger. Mais ce qu'on dit, c'est qu'il y a des avantages et il y a des contraintes. Et c'est important de regarder quel est l'avantage qu'on va en tirer, quel est le bien qu'on va en retirer et pour quel secteur de la société, versus quel est l'espace politique qu'on doit abandonner pour avoir cet investissement. Et nous, ce qu'on dit, c'est d'essayer d'avoir un équilibre entre les deux. Et c'est pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais c'est de dire, regardons qu'est-ce qui serait bénéficierait la population nationale sans se mettre dans des contraintes où est-ce qu'on peut plus, on a diminué nos capacités de politique. On a aussi d'autres défis au niveau du commerce et de l'OMC, par exemple, où on a les disputes commerciales, et souvent qui sont basées sur des normes environnementales ou sociales. Et donc, si on a par exemple, la Communauté européenne, sur le biocarburant, voulait que les biocarburants aient un impact moindre que X sur les émissions de CO2.
Et donc, les États-Unis et d'autres pays disent non, c'est pas, tu peux pas avoir une loi comme ça parce que c'est contre les droits de les accords de l'OMC. Et la question est de savoir si on va avoir beaucoup de normes comme celle-là dans les objectifs de développement durable, comment est-ce qu'on s'assure qu'on a un système international qui supporte sans générer de mesures protectionnistes non avérées ou non dues. Le problème qui est de plus de tous les problèmes que je discutais tout à l'heure, puis il y a des côtés qui sont bons, là. Je ne vais pas vous déprimer. Mais la contrainte qu'on a de plus, c'est que depuis la crise économique, la reprise économique a été la plus lente qu'on n'a jamais eue depuis qu'on regarde les statistiques. La création d'emplois et la croissance économique, elle est minime et ça ne donne pas un environnement dans lequel c'est facile de discuter des objectifs de développement durable. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est que les modèles de développement qu'on a mis de l'avant jusqu'à maintenant, pour les 50 dernières années, et je vous invite à lire, le livre, il est grand comme ça, puis il y a à peu près 300 pages, la revue des politiques de développement des 50 dernières années, qui dit que ça ne fonctionne pas. Et les termes qui reviennent, c'est toujours inclusif et participatif. Et donc, ce qu'on dit, c'est qu'il faut avoir un modèle de développement qui va atteindre tous les gens de la société et ne pas laisser une partie qui est la plus pauvre ou la moins nantie de la population derrière. Et les modèles qu'on a présentement n'amènent pas à ça. Le modèle de export-led, de pays en développement qui se reposent sur les exports, surtout, souvent les pays en développement vont avoir une concentration d'exportation sur un ou deux produits. Ça a bien été dans les dernières années parce que le prix des commodités était super élevé, donc ils s'en sont sortis. Maintenant que le prix des commodités descend, ça va un peu moins bien. Mais par contre, quand on regarde à ces pays-là, même avec des prix des commodités super élevés, on ne voit pas de réduction de la pauvreté, on ne voit pas de plus d'inclusivité. Et donc, ce sont tous des facteurs qui font en sorte qu'on se dit, il faut réviser le modèle qu'on a. Et de trouver un équilibre entre les politiques nationales et les politiques internationales. Et maintenant, j'en viens au système financier. En fait, après la crise, ce qui se passe, c'est que les pays en développement et les pays développés doivent changer leur modèle de développement. C'est pas juste les pays en développement. Parce que on ne crée pas d'emplois. L'économie qu'on a présentement ne crée pas d'emplois. Comment est-ce qu'on va créer de l'emploi? Et on ne crée pas de demande. Pourquoi on n'a pas de demande? Parce qu'on a une croissance de l'inégalité. Donc, la richesse se concentre vers le haut. Et si on n'a pas une base qui consomme, on n'a pas de demande. Il n'y a pas de demande agrégée présentement mondiale. Ça veut dire que les pays en développement n'ont pas de demande pour exporter leur pays, pour exporter leurs produits. Et donc, on leur a dit pendant 50 ans, le modèle de Washington Consensus, export base, et là, tout d'un coup, il n'y a plus de demande. On fait quoi? Et donc, nous, ce qu'on préconise, c'est vraiment une demande nationale, de travailler sur la production nationale et la demande nationale dans un contexte international, mais avec des accords régionaux et de travailler avec les pays. Donc, on voit maintenant l'Afrique qui est en train de développer un accord commercial africain, l'Amérique latine, parce que pour avoir une demande régionale, parce que la demande internationale n'est pas là. Ce qu'on a vu aussi, c'est avec le modèle de Washington, c'est qu'on a eu une désindustrialisation des pays précoces. On s'est dit, on n'a plus besoin on n'a pas besoin d'avoir l'industrialisation, de produire, tout est produit en Chine, tout est produit, on peut importer. Parce que aussi le prix des ressources était super élevé, fait qu'on pouvait vendre sur le marché international et racheter. Maintenant, ce modèle-là ne fonctionne pas non plus. Et ce qu'on voit aussi, c'est que dans ce cadre-là, où est-ce que les revenus publics diminuent, parce qu'on a une croissance diminue, on a des austérités fiscales et une pression sur les salaires vers le bas, c'est un cycle vicieux qui, elle aussi,
réduit encore plus la demande parce que si nos salaires n'augmentent pas, on va pas consommer. Et de nous, pour les pays je veux qualifier. Pour les pays en développement, la consommation, c'est pas un problème. Mais si on parle des pays en développement où est-ce que la consommation n'existe pas, où ils n'ont pas les produits de base, la consommation est très importante. Et donc, le business as usual ne fonctionne pas. Et ce que je veux en venir, c'est le système financier. Ce qui s'est passé dans les 10-15 dernières années, c'est une financialisation de l'économie, où est-ce qu'au lieu de... Il y a les banques centrales des pays développés, pour se sortir du marasme et de la crise financière, ont émis de l'argent. Ils ont imprimé. N'importe qui peut émettre un bon présentement, il va être oversubscribed parce qu'il y a tellement de liquidités dans le marché et beaucoup d'insécurité, donc les gens ne savent pas où investir. Et donc, il y a une liquidité immense sur le marché. La valeur des avoirs est super élevée. Donc, ça amène à des bust and burst, des cycles de bubbles. Et de plus, ce qui s'est passé, c'est que on a changé la source des revenus des pays. Dans le passé, les revenus tiraient leurs ressources de export tax, des taxes à l'exportation, des salaires et de la taxation des corporations. Ce qui s'est passé dans les 10-15 dernières années, c'est du creative accounting, comptabilité créative, où est-ce que les compagnies multinationales font du transfer pricing et ils vont dans leur livre comptable mettre les produits là où il y a le moins de taxation, ce qui fait en sorte qu'à la fin de la journée, ils vont payer le moindre taxe possible et souvent pas beaucoup de taxes. Et donc ça retire les revenus des pays là où la production elle est. C'est estimé, et on ne parle pas de petits montants. On parle que le transfer mispricing des multinationales, parce que ce ne sont pas des prix qui sont sur le marché, puisqu'il n'y a pas de marché, c'est des transactions entre elles, c'est estimé à 160 milliards dans la dernière année, qu'on perd en termes de revenus de gouvernement. Qu'est-ce que ça veut dire, 160 milliards? C'est exactement l'aide publique internationale qu'on a présentement. C'est un immense chiffre. C'est pas des petits chiffres. Maintenant, si on regarde aux paradis fiscaux, pour les gens les mieux nantis, les chiffres sont encore plus élevés. C'est 290 milliards. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est il y a de l'argent, elle est là, allons la chercher en fermant les loopholes qui existent dans le système que nous avons, plutôt qu'essayer de taxer les pauvres et de taxer les gens, d'avoir des mesures d'austérité fiscale qui vont encore plus atténuer le système économique. Il y a des alternatives. Où est-ce qu'on s'en va? Rio plus 20 a amené une autre transformation qui est importante. C'est que l'ONU avant, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup l'ONU, mais à Rome, par exemple, on a 3 agences. Le FAO, l'Organisation mondiale de l'alimentation, le World Food Programme et le IFAD. Les 3 qui travaillent sur l'alimentation, en gros, à l'ONU. Et chacune, avant, pour Rio plus 20, sortait un rapport, sortait un émis, sortait une conférence de presse, qui disait des choses pas tout à fait cohérentes et des fois même contradictoires. Et donc, c'était vraiment difficile d'avoir une position de l'ONU. Ce qui s'est passé avec Rio, c'est que sous le UN Development Group, un groupe de l'ONU, de toutes les agences, on a des task teams sur chacun des sujets, des objectifs. Et donc, chacune des agences et des programmes de l'ONU doit amener son expertise et on doit se mettre d'accord sur chacun des points. Et donc, ça permet d'avoir une expertise accrue sur chacun des termes. Et ça doit rester. L'architecture de l'ONU est en train d'être revisée complètement. Je vous donne un exemple d'une retraite qu'on a eue la semaine passée, il y a 2 semaines à l'ONU, où est-ce que Hakim Steiner, le directeur exécutif du Programme des Nations unies en environnement, a dit en face du secrétaire général et de tous les chefs de l'ONU, si l'ONU fonctionnait, à toutes les fois qu'on a une crise de l'Ebola, financière, économique, alimentaire,
On n'aurait pas besoin de créer un nouveau high-level panel, un nouveau groupe d'experts. Si l'ONU fonctionnait, si c'était un mécanisme qui était capable de s'activer pour répondre, on n'aurait pas besoin de créer ces groupes-là. Et donc, l'idée, c'est de voir comment est-ce que l'ONU, on l'appelle le fit for purpose, comment est-ce que l'ONU peut se restructurer pour mettre en œuvre les objectifs de développement durable. Et ça va prendre des restructurations assez impressionnantes et il y a beaucoup comment on dit, de pushback. On doit traduire les objectifs on doit traduire les objectifs et les cibles en plans d'action et en projets avec des coalitions de tous les acteurs à la table pour aller de l'avant. On ne peut pas dire, c'est pas les gouvernements tout seuls, c'est pas les universités tout seuls, c'est pas l'ONU tout seul qui va être capable de délivrer des objectifs comme on a là. Ça doit être vraiment avec des coalitions au niveau national, au niveau régional et au niveau international, avec toutes les parties prenantes à la table et avec les ressources, bien entendu. La préservation du policy space, comme je vous ai dit, va être importante. On a estimé que les objectifs de développement durable vont coûter 2,5 trillions par année. Il y a un manque à gagner de 2,5 trillions par année. Ça coûte 3,9. On a 1,4 présentement dans le système. Il y a 2,5 qui manquent. Et la question est de savoir où est-ce que cet argent-là va venir si on prend en compte les revenus des gouvernements et la condition économique qu'on a présentement. Et beaucoup de gens disent, bon, il faut que l'argent vienne du secteur privé. Et si l'argent vient du secteur privé, encore une fois, comment on a une imputabilité du secteur privé et comment est-ce qu'on préserve le bien commun dans un système où est-ce qu'on a un secteur privé et si c'est pas transparent, si c'est pas participatif et il n'y a pas une imputabilité, ça sera impossible à avoir. Mais le secteur privé, il est prêt et il a de l'argent. Et la question est de savoir comment est-ce qu'on met la table pour s'assurer qu'on les amène et ça prend quelque chose à long terme. Ils aiment quelque chose comme les ODD parce que c'est 15 ans. J'étais au ministère des Affaires MIF, Relations internationales tout à l'heure, et ils me disaient qu'ils sont en train d'essayer de voir comment est-ce qu'ils gèrent, même ici au Québec, comment est-ce qu'on gère avec le secteur privé, parce que il y a tellement de méfiance qui existe présentement dans le système que personne ne sait où commencer. Et donc, au niveau international, c'est juste amplifié. Réduire les fuites de capitaux illicites et les paradis fiscaux, comme je disais tout à l'heure, ainsi que les disputes sur les investissements. Renforcement des capacités, incluant au niveau des premiers ministres et de leurs cabinets. Et intégrer les objectifs de développement durable dans les stratégies nationales de développement ou stratégies nationales de développement durable. Et, comme je disais tout à l'heure, un système de reddition de comptes ou un système d'imputabilité pour le secteur privé et pour le secteur public. Et de chacune des coalitions va être important. Je vais arrêter ici. Il est actuellement professeur émérite de l'Institut des hautes études internationales et du développement à l'Université de Genève. Tout au long de sa carrière, il a travaillé sur la conception d'une anthropologie de la modernité qui fait apparaître la société occidentale comme aussi traditionnelle et exotique que les autres. Il s'est fait connaître notamment pour son livre sur la notion de développement, intitulé « Le développement, histoire d'une croyance occidentale », qui a été traduit en plusieurs langues, notamment en anglais, en espagnol, en italien, en chinois et en coréen, et dont la 4e édition est parue en 2013 aux presses des Sciences Po à Paris. Chez le même éditeur, il a également publié L'économie ordinaire entre songe et mensonge en 2010, un ouvrage qui a été traduit en anglais et en italien. Donc, Monsieur Rist, à vous la parole. Bon, chers amis, j'avoue qu'après cette immense présentation de la manière dont les organisations internationales essayent de gérer, pas encore gérer, mais de préparer et d'inventer tous les mécanismes institutionnels nécessaires pour faire apparaître ces objectifs du développement durable, j'ai un petit peu de peine à réagir. Je m'étais un peu préparé, mais j'avoue que je suis un peu en peine. Alors, comme je suis incapable de faire des PowerPoints comme ma collègue, vous avez déjà remarqué ce matin que j'aime bien parler, mais que je suis totalement incapable de manier la technologie, je vais vous raconter une petite histoire. Elle sera très courte.
C'est l'histoire d'un petit garçon, ou d'une petite fille, ça vous changez parce que je sais qu'il faut être très genderly correct. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon ou d'une petite fille qui ne voulait plus aller à l'école parce qu'à l'école, on avait décidé de lui apprendre des choses qu'il ne savait pas déjà. Et lui, il voulait bien aller à l'école, à condition qu'à l'école, on lui apprenne des choses qu'il savait déjà. Ça paraît stupide, hein? Petit garçon qui ne veut pas aller à l'école parce qu'à l'école, on veut lui apprendre des choses qu'il ne sait pas ou qu'il ne sait pas encore, mais qui veut bien aller à l'école pour apprendre des choses qu'il sait déjà. Ça vous paraît absurde? C'est exactement ce qui se passe dans le système des organisations internationales. On veut bien aller à l'école. On veut bien apprendre des choses, mais seulement celles qu'on sait déjà. S'il fallait apprendre des choses qu'on ne sait pas encore, alors là, on n'est pas d'accord d'y aller. Et c'est malheureusement, je crois, c'est ce qui se passe, n'est-ce pas? Parce que vous n'étiez pas là ce matin quand j'ai commencé mon exposé, je ne vous en veux pas parce que vous aviez d'autres choses plus importantes à faire, mais j'ai commencé par expliquer que le développement était né en 1949 avec la déclaration de Truman. Alors, je vous cite la fin pour vous. Il s'agit de triompher des ennemis de toujours, la faim, la misère et le désespoir, pour conduire toute l'humanité à la liberté et au bonheur personnel. Tous les ODD sont là. Hein? On n'a rien changé, simplement c'est plus court. Il n'y a pas 17 objectifs et 212. Vous avez dit un peu moins. Moi, j'en ai 212 parce qu'il y en a qui ont été rajoutés à la fin. Il y a des bis. Alors moi, j'en ai 212, mais j'ai 17 objectifs et 212 cibles. Et puis, ça me fait penser aussi, quand je vois le numéro, je les ai là dans mon truc, mais enfin, bref, peu importe. Il y en a un de ces fameux objectifs, c'est le 3. Le 3, n'est-ce pas? Vous l'avez commenté, vivre en bonne santé à tous les âges, etc. Ça me rappelle 1981. L'OMS qui disait la santé pour tous en l'an 2000. Donc c'était aussi un grand machin, un grand bastringue qui coûtait beaucoup d'argent et tout le monde croyait qu'en 1981, que l'horizon 2000 c'était juste avant l'apocalypse. Hein, je veux dire qu'à cette époque-là, on pensait que le monde allait exploser, que ça allait être... c'était ou bien la catastrophe ou bien je ne sais pas quoi. Donc, l'OMS invente la santé pour tous en l'an 2000. C'est exactement la même chose que le troisième objectif des ODD qui nous dit que finalement, il faut que tout le monde vive en bonne santé jusqu'à la fin de sa vie. Évidemment, tous ces objectifs, moi, presque tous, il y en a quand même qui me dérangent, mais enfin, la grande majorité, chère madame, la grande majorité, je les soutiens, mais je trouve que c'est quand même problématique. Moi, la première question qu'on devrait se poser quand on commence à réfléchir sur les objectifs du développement durable, c'est pourquoi en sommes-nous arrivés là? Si vous êtes malade, si vous avez mal au cœur, si vous avez mal au ventre, si vous avez mal quelque part, vous allez chez votre médecin, et que fait votre médecin? Il fait une anamnèse. C'est-à-dire qu'il vous dit, est-ce que ça fait longtemps? Est-ce que c'est arrivé tout à coup? Est-ce que vous sentez un petit peu moins bien depuis votre dernier voyage à Washington quand vous avez été au FMI? Est-ce que vous avez des gens qui sont des narcotrafiquants qui pillent votre pays? Est-ce que vous avez... Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est depuis longtemps? Oui, non, etc. On fait une anamnèse. Alors, quand on veut se piquer de faire des nouveaux objectifs du développement durable qui sont un remake, excusez-moi de dire, des objectifs du millénaire, parce que peu ou prou, c'est un peu la même chose, on devrait commencer par se demander pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Mais il n'y a aucune réflexion sur les causes de la situation actuelle et j'ai l'impression qu'on va de l'avant comme ça, gaiement, en disant que ça va compter. Combien vous avez dit le trillion de dollars? Je n'ai pas eu le temps de noter parce qu'il y avait tellement de zéros que vous étiez déjà à la phrase d'après. Donc,
je ne vois pas très bien comment on fait ça. Moi, si j'avais été responsable des ODD, alors je n'ai pas la science infuse, hein, mais si on m'avait dit, bon, maintenant, quels sont les objectifs du développement durable quels sont les objectifs qui vont vraiment changer la situation? Parce que là, dans les objectifs du développement durable, il n'y a rien sur le comment. On veut faire des tas de trucs, être en bonne santé tout le temps, que tout le monde travaille, que tout le monde ait un bon boulot, decent work. Ça, c'est une invention du BIT, c'est de monsieur, comment il s'appelle, le latino, là, sympa. Pas Sommaruga, bref, peu importe. Decent work, c'est un nouveau truc du BIT, mais enfin, bon. Tout ça, encore une fois, c'est très bien. Moi, je dirais, qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre les objectifs de développement durable possibles? Alors, j'ai essayé de réfléchir. Alors, je dis, premier objectif, démanteler les usines d'armement et interdire l'exportation d'armes. Ça revient à ce que disait notre ami Baudet ce matin, c'est-à-dire que quand on voit l'armement, et finalement, si les gens meurent et qu'ils n'ont pas un decent work et qu'ils finissent trop tôt parce qu'ils sont tués dans les guerres, c'est parce qu'il y a quand même des gens qui fabriquent des armes. D'accord? Alors, on ne va pas les empêcher de les fabriquer. Je dis simplement, démanteler les usines d'armement, là, je suis peut-être un peu excessif, mais en tout cas, interdire l'exportation d'armes. Je ne veux pas mettre la Suisse en exemple pour une fois, parce qu'il y a beaucoup de fois où elle n'est pas à mettre en exemple, mais on y est arrivé par ce qu'on appelle chez nous une votation populaire, et il est interdit d'exporter des armes vers des zones de conflit. Bon. Deuxième chose qu'on devrait faire, c'est lever l'interdiction qui est faite aux paysans de réutiliser leurs semences par les firmes d'OGM, etc. Et il faut commencer par casser les monopoles de Monsanto. Ça va déjà faire un certain nombre de choses. Il faut favoriser la propriété collective des ressources naturelles et sortir de la dichotomie toujours propriété privée, propriété de l'État. J'entends. La propriété de l'État ou la nationalisation, comme on disait, la propriété privée de l'État, c'est n'importe quoi. J'entends d'autant plus que l'État aujourd'hui privatise à tour de bras à la fois les universités, les hôpitaux, etc. Donc, ce qui appartient à l'État, ce qui appartient à tous les membres de la collectivité, est bradé au secteur public aujourd'hui. Donc, voilà. Il y a un certain nombre de choses, n'est-ce pas, je sais pas, taxer la production de CO2, ça se fait déjà, etc., contrôler les producteurs de matières premières. Il y avait, par exemple, vous n'avez pas dit, mais dans les premières années de la CNUSED dans laquelle vous travaillez, en 1964, Prébisch avait lancé une commission d'enquête sur les sociétés multinationales, qui avait fait un tollé général. On mettait le nez dans les affaires de gens comme Nestlé, comme les pharmaceutiques, comme etc. Mais ça a eu un impact. Aujourd'hui, voilà, la CNUSED, elle fait plus ça. C'est bien dommage. Donc, il faudrait avoir des mesures beaucoup plus contraignantes. Et je crois qu'il faut prendre les choses par le bon bout. Là, je crois que le catalogue qu'on a avec les ODD, encore une fois, à part les objectifs 8 sur la croissance et l'industrialisation et développer le commerce, etc. C'est pour ça que je dis qu'on est comme le petit gamin qui veut apprendre que les choses qu'il sait déjà, c'est-à-dire qu'on a déjà donné pour tout ça, on a déjà donné. Je vous suis reconnaissant quand même d'avoir dit qu'on ne pouvait plus continuer comme ça, parce que vous avez quand même dit que le système était fichu et qu'on avait déjà donné pour ce genre de choses et que ça n'avait pas marché. Mais enfin bon, tirons-en les conclusions et essayons de trouver des objectifs qui soient contraignants, qui soient réalistes. On ne va pas penser que tout le monde va être joyeux, heureux toute sa vie jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort. Hein. Ça, je crois que ce n'est pas possible. On sera tous une fois malades, on ne sera pas tous en bonne santé à tous les âges de notre vie.
On aura tous des problèmes, on aura tous des chagrins. Donc, il ne faut pas penser que les objectifs du développement durable vont nous faire bondir dans le paradis terrestre immédiatement. Mais essayons d'avoir des objectifs qui sont un peu plus clairs et qui ne sont pas seulement C'est un peu comme l'enfer, les objectifs du développement durable, pavés de bonnes intentions. Voilà. C'est tout pour le moment. Peut-être que je reviendrai. Donc, Pierre Baudet est titulaire, lui, d'un doctorat en sociologie et il est professeur à l'Université d'Ottawa où il agit, entre autres, à titre de directeur adjoint de l'École de développement international et mondialisation. Il a beaucoup œuvré, en fait, depuis 30 ans dans le domaine de la coopération internationale à titre de chercheur, d'administrateur de divers programmes en Afrique, en Asie et en Amérique latine, ainsi que comme consultant auprès de l'ACDI, par exemple, du PNUD aussi, le Programme des Nations unies pour le développement, et de plusieurs ONG canadiennes et internationales. Monsieur Baudet a également dirigé Alternative, donc une ONG qui est présente dans plus de 25 pays, a été responsable de projets à l'Observatoire international de géopolitique de la chaire Raoul Dandurand et chargé de cours au département de géographie de l'UQAM. Donc, il me fait plaisir de recevoir Pierre Baudet. À toi la parole. Bon, alors bonjour. La première chose que je veux dire, c'est que mon Dieu, que je suis content d'entendre une personne comme Chantal qui est déterminée, qui continue, têtue, un peu utopique, un peu Don Quichotte. Mais ça n'en prend parce que, franchement, quand on regarde le paysage institutionnel, aussi bien des agences internationales que des gouvernements, puis moi, je suis à Ottawa, là, collé là, devant le gouvernement canadien, et c'est pas la joie tous les jours. Et j'essaie de convaincre nos étudiants, de dire, ben allez-y parce que c'est vous qui allez changer les choses, n'est-ce pas? Prenez pas ça comme une espèce de forteresse inatteignable. Allez-y, puis vous ferez votre chemin, vous trouverez votre chemin. Et je pense que ce travail-là, c'est très important. Et quelquefois, on n'obtient pas des résultats, puis quelquefois, on est pris dans des grosses machines, mais il ne faut pas sous-estimer ça. Je pense que chez nous, en tout cas, la tendance naturelle, c'est « Mon Dieu, que j'aimerais ça être avec Oxfam », n'est-ce pas? Plutôt qu'avec le gouvernement canadien, je peux comprendre ça. Mais en même temps, j'aime ça qu'il y a des gens qui essaient de faire la lutte, si on peut dire, de l'intérieur. Alors, c'est la première chose que je voulais dire. Quelques autres éléments. Chantal l'a dit, beaucoup de ces débats-là, y compris sur les ODD, c'est bien sûr des complications ou des négociations, politiques, mais c'est aussi des luttes, des pressions par en bas, des mouvements qui interviennent, etc. Alors ça, je connais ça. Et maintenant, aujourd'hui, vous savez, on entend parler, puis on voit, puis on dit « Ah, l'Amérique latine, hein? Ça bouge là-bas. » Il y a des gouvernements qui ont changé leur politique, ils ont élaboré des nouveaux cadres de coopération régionale, et sans qu'ils aient tout réglé leurs problèmes, ça bouge, ça progresse. Alors, savez-vous où ça a commencé, cette vague rose qui a comme pris forme au début des années 2000 et jusqu'à aujourd'hui? Ben, la petite nouvelle que je voulais vous dire, c'est que ça a commencé ici, dans votre merveilleuse ville de Québec. Je dis ça comme un Montréalais. Alors, imaginez-vous que au mois d'avril 2001, une grande coalition de groupes avait convoqué le sommet des peuples des Amériques, ici à Québec. Alors, on était 60 000 personnes, d'abord, hein? Il y en avait au moins 1000 d'Amérique latine qui étaient venus, du Brésil, du Mexique, des États-Unis, en admettant que le noyau dur était un noyau québécois, mais canadien, américain, tout ça. Alors, ce sommet des peuples, sans exagération, a fait une différence. Il y a eu un avant, puis il y a eu un après. Et ce sommet des peuples, il a été, au début, bien dénigré par les gouvernements, les médias. Vous êtes bons ici à Québec, là, il y a des médias très dynamiques. Je ne mentionnerai pas personne. On était des terroristes, on était des fous, on était des anti, hein? Ils nous appelaient les anti-mondialisations.
comme si on était contre la mondialisation. Come on! On n'était pas contre la mondialisation, on était contre cette mondialisation-là. Et on a élaboré, imaginez-vous, un programme très convaincant pour dire non, pas à ça. Les États-Unis et leurs alliés subalternes, les États-Unis, le Canada en premier, non, il faut faire le grand accord de libre-échange pour les Amériques. Ce qu'ils avaient réussi à faire contre l'opinion publique, tant qu'à moi, avec Canada, États-Unis, Mexique. Et là, on a tapé fort. Puis je pense qu'on a gagné la bataille des idées, peut-être pendant 4 jours et demi, avant qu'ils nous rattrapent. Et là, on avait des Brésiliens, puis des Boliviens, puis des Mexicains qui ont vu ça, là. Ils étaient ici. Ah, il y a moyen de développer une alternative. C'est pas vrai que le libre-échange, c'est une religion. Et c'est pas vrai, comme Chantal nous disait, qu'on va donner à des entreprises privées le droit de dire « Non, je la veux pas, cette loi-là ». On avait 2 cas juste comme ça, très rapidement. On avait une compagnie américaine qui avait poursuivi le Mexique dans le cadre de l'ALENA. Imaginez pourquoi. Parce que c'était même pas le Mexique, c'était une province du Mexique, ou un État qu'on appelle. Ils ne voulaient pas de déchets toxiques. Allô? Ils ne voulaient pas de déchets toxiques. Ils ont été poursuivis dans le cadre de l'ALENA. Non, vous n'avez pas le droit d'interdire les déchets toxiques. Metalclad, la compagnie. Mais ils ont gagné en plus. Deuxième exemple qu'on avait, c'était ici au Canada, où il y avait une compagnie américaine encore, toujours les mêmes méchants, Etil Corporation. Et le gouvernement canadien avait légiféré pour interdire un additif chimique dans le pétrole cancérigène. Ah non, vous n'avez pas le droit de faire ça selon l'ALENA parce que vous allez nuire, hein? Et dans le temps, il n'y avait pas cette loi. OK, all right. Le gouvernement canadien, non seulement recule, leur donne 25 millions, compensation, et depuis ce temps-là, s'interdit de passer des lois régulant des questions comme ça, au cas où il y en aurait d'autres, parce que, tu sais, les poursuites, les centaines de poursuites que vous avez mentionnées, il y a des milliers de poursuites qui n'ont pas eu lieu. Pourquoi? Parce que les avocats du gouvernement disent, écoutez, faites pas ça, parce qu'on va perdre. Et donc, l'autocensure et l'autocontrôle. Alors, on a exposé ça à Québec en avril 2001. Tout le monde est retourné chez eux, n'est-ce pas? Il y a eu, bien sûr, je blague en disant que c'est nous qui avons inventé la vague rose, là, vous savez que j'exagère, mais on a donné l'idée. Et donc, après ça, au Brésil, par exemple, il y avait eu un référendum populaire, 10 millions de personnes qui ont dit non, on ne veut pas d'un accord libre-échange. Quelques mois plus tard, il y a eu Lula qui a été élu. Quelques mois plus tard, la Bolivie et tout ce qui est arrivé, la vague rose. Alors, c'est quoi la conclusion simple, presque simpliste? Ça vient par en bas, ces mouvements-là. Puis au début, on a de l'air et on nous traite de anti. Mais on a réussi à faire notre transition de l'anti à l'altère. Et là, l'altère, ça commence à être un peu plus sérieux, un peu plus consistant que ça l'était. Est-ce que c'est fini? Bien sûr que non. L'accord de libre-échange pour les Amériques n'a pas passé. Les États-Unis, leur grand ami canadien, ont essayé de négocier à la pièce, OK, pour forcer surtout des pays un peu faibles, Honduras, République dominicaine, etc. Ah, vous allez accepter ça. Les autres ont dit non, on ne l'acceptera pas. Puis on va essayer de penser à quelque chose d'autre qui est en train de se dérouler avec 1 million de contradictions et de problèmes. On n'a pas passé à ça. Et ça, c'est un petit peu ce que Gilbert Risque disait, là. Il faut qu'on puisse dire non. Et on ne peut pas s'attendre à ce que des institutions prennent le leadership de ça. Il faut que ça vienne de la société civile. Une fois dit ça, puis c'est mon deuxième point, toute la pression qu'on peut faire, toute l'articulation qu'on peut faire, toute la projection qu'on peut faire, et puis des documents comme les ODD, moi, je trouve ça très utile parce que ça élabore toutes sortes de choses et puis il y a des enquêtes derrière ça. Et donc, ça fournit de l'argumentation pour mener des débats. Et ces débats-là mènent à des mobilisations. Puis ces mobilisations, quelquefois, donnent des résultats intéressants. Mais ce n'est pas suffisant.
Et l'expérience historique des 50-60 dernières années, depuis 1945, depuis le point 4 de Truman, depuis Bandung, etc., montre qu'il y en a qui s'en sont tirés un peu mieux, n'est-ce pas? Et donc, qui ont pu réaliser de leur manière, dans leur contexte, les objectifs du millénaire, puis probablement qui vont faire les ODD à leur manière, sans être dans un carcan ou dans un accord international. Je vais vous mentionner un petit exemple. Ça s'appelle la Chine. Et là, je suis obligé de vous faire une provocation parce que les objectifs du millénaire, ça fait 50 ans qu'ils sont en train de les régler, puis ils les ont à peu près réglés en Chine. Un pays qui, en 1948, était à peu près du même niveau, et là, c'est toute une complication comparée à des pays, à peu près du même niveau que beaucoup de pays africains, disloqués, 400 millions de personnes, 200 millions de crèves-faim, 50% de la population. Infrastructure, éducation, tout était disloqué. Alors, dans les circonstances un peu uniques de ce processus-là, il y a eu la grande transformation. Et ça n'a pas commencé en 1980 quand la Chine a commencé à vendre puis à s'insérer dans le commerce international. Ça n'a pas commencé là. Ça a commencé avant, avec des immenses réformes sociales. Une, réforme agraire, c'est-à-dire qu'on a sorti la paysannerie du carcan des vieux systèmes archaïques, oppressifs. On a sorti les femmes, 50% de la population, de l'état de semi-esclavage dans lequel ils étaient. Vous allez dire, les Chinoises aujourd'hui, ils n'ont pas les mêmes droits qu'ici. Bien sûr, mais on ne peut pas comparer la Chine à la Suède ou au Québec. Et donc, des grandes réformes sociales imposées par un projet extrêmement volontariste, avec un côté autoritaire puis un côté qui rebondit sur des questions de droit. Mais est-ce qu'il aurait pu passer à côté de ça? À mon avis, non. Et puis si aujourd'hui, la Chine les a rencontrés puis les a dépassés, ces objectifs du millénaire, c'est à cause, en bonne partie, de ces grandes réformes qui ont fait de la Chine autre chose qu'un pays juste à côté qui s'appelle l'Inde. Et l'Inde, on dit c'est l'Inde qui monte, Shining India. Il y a 1 milliard de personnes. Il y a 100 millions de personnes on les appelle les classes moyennes. 20 $ par jour, ils appellent ça classe moyenne, mais en tout cas, peu importe. Mais il y a 1 milliard de personnes qui sont dans une pauvreté extrême. Juste à côté, il n'y a pas eu cette transformation volontariste en Inde qu'il y a eu en Chine. Et là, je ne veux pas faire l'apologie et je ne veux pas nier puis occulter toutes sortes de problèmes qui sont survenus. Mais c'est tout simplement ce que je veux dire. C'est ou bien un pays se prend en main ou bien il ne se prend pas. Et quand il se prend, il y a une force, là. Et il y a une confrontation. Puis la souveraineté, c'est pas juste une histoire de drapeau. C'est une histoire d'affirmation, de résistance et d'élaborer des stratégies qui finissent par donner de la substance à ça. Et si on n'a pas ça, on ne l'a pas. Et le reste, c'est-à-dire des négociations internationales dans lesquelles on s'insère, bien, soit qu'on est un petit joueur. Évidemment, vous allez dire la Chine, mais oui, mais c'est gros la Chine. Oui, c'est vrai, c'est gros, c'est 22% de la population mondiale. Puis en passant, la Chine, c'est 6% des terres cultivables. Ça vous dit quoi, là, cette statistique-là? Ça vous dit la chose que c'est très dur en Chine de nourrir 1 milliard de personnes. C'est ça que ça vous dit. Puis ils le font. Alors, il y a de la pauvreté, il y a de la marginalisation, il y a des inégalités. Mais il n'y a pas la famine, ou en tout cas d'une façon très secondaire. Donc, on a un mouvement de société civile qui mobilise, qui confronte, qui élabore. On a des processus politiques extraordinairement difficiles et de durée. Et la troisième et dernière chose, c'est que tout ça, il n'y a pas de plan préétabli, là. Il n'y a pas quelqu'un qui a écrit le script, n'est-ce pas, de la vague rose ou du sommet des peuples. Et ça se fait au fur et à mesure avec beaucoup d'expérimentation, d'erreurs,
et d'inventivité et de créativité. Et puis, cette créativité, cet espace de créativité, c'est pas seulement les grands événements et les grands processus. Admettons que la Chine, c'est un grand processus. Admettons que la bataille contre la zone de libre-échange des Amériques, c'est un grand processus. Mais il y a des petits processus. Puis dans le fond, ils sont pas si petits que ça. Et par exemple, en Bolivie, j'en ai parlé ce matin, il y a toutes sortes d'expérimentations, n'est-ce pas, pour sortir de la boîte, aussi bien au niveau de la livraison des services sociaux que de la production alimentaire et de l'économie sociale. Mais derrière ça, derrière cette expérimentation chaotique, là, expérimentation stop and go, pas rien d'encore là de préétabli. Mais derrière ça, il y a un changement de la cabeza. Et la cabeza a changé. Quand les Autochtones, les paysans, les non-citoyens, les non-existants, les invisibles, les bâillonnés sont devenus visibles et qui mettent sur la table un certain nombre de nouvelles idées, de nouveaux concepts qui avaient été balayés, des espèces de barbarités archaïques, disait-on. Alors là, maintenant que la parole est allée du bord des paysans et des Autochtones, il y a une revitalisation de ces propositions-là, de considérer d'une façon différente les rapports entre les humains et la nature, de considérer d'une façon différente ce qu'on peut appeler le temps court et le temps long. Le temps court qui est important, il faut des transformations, puis pour ça, il faut des ressources. Donc, conclusion, il faut vendre le gaz. C'est un peu contradictoire parce qu'on dit on veut réinventer une relation avec la Terre. Mais il y a une façon différente de la faire. Comme par exemple, de tenir compte des populations autochtones, de négocier, de voir toutes sortes de moyens d'accommodement, etc. Donc, dans le temps court, il y a moyen de faire les choses. Mais il y a le temps long, c'est-à-dire que c'est très clair que des transformations aussi importantes que ça ne peut pas prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, le temps d'un mandat électoral. Ça prend plusieurs années, plusieurs générations dans lesquelles une société évolue. Et des fois, quand on a le nez collé dessus, on ne la voit pas, cette évolution-là. Puis on voit juste le mur, n'est-ce pas? 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, 50 ans plus tard, on la voit, cette évolution. Puis on voit qu'il y a eu une bonne gestion du temps court, des changements immédiats. Il faut que ça soit palpable. Alors, les Boliviens, ils ont réélu un gouvernement, ils ne sont pas contents, ils sont fâchés. Il ne fait pas ci, il ne fait pas ça. On l'a réélu parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ont avancé. Et puis, on continue et donc, on s'acharne. Et en espérant que les Boliviens fassent un détour par New York pour influencer votre prochaine rencontre de la CNUSED. Merci. Notre prochain conférencier, M. Tunao Kiri, est un diplômé de l'Institut universitaire d'études du développement de Genève. Il a travaillé pendant plusieurs années au ministère des Mines et de l'Énergie du Niger, où il a occupé diverses fonctions qui allaient de chef de division énergie éolienne et biomasse à directeur d'un programme national d'énergie domestique. À ce titre, il a dirigé les équipes d'inventaire de gaz à effet de serre pour la première ainsi que la seconde communication nationale du Niger sur les changements climatiques. M. Kiri a également travaillé pendant plusieurs années à la coopération suisse au Niger, à la tête d'un programme d'infrastructure rurale, puis au Fonds mondial pour la nature comme chargé de programme au programme Partenariat, énergie et changement climatique. Il a rejoint ensuite l'Institut de la francophonie pour le développement durable, c'était en 2009, en qualité de responsable de programme en charge des stratégies nationales et des cadres institutionnels du développement durable. Donc, M. Kiri, à vous la parole. Bonsoir à tous. J'avoue que j'ai 2 hésitations. La première, je ne sais pas si je vais me comporter en élève de mon professeur Gilbert Ritz, qui m'a enseigné à Genève, ou bien si je vais garder ma position officielle d'institutionnel. Mais je pense que je vais faire un mélange de 2. Votre carrière est en jeu. C'est pas grave. En fait, je vais essayer de vous
montrer toute cette dynamique sous l'angle institutionnel d'une organisation comme l'OIF. Au passage, pour ceux qui ne le savent pas, l'Organisation internationale de la francophonie, c'est 77 États et gouvernements membres. Pour les professeurs, le vocable est très important, c'est État et gouvernement membre, ce n'est pas pays membre. Parce que tout simplement, par exemple, le Canada fédéral, le Québec et le Nouveau-Brunswick sont membres. Donc on fait la distinction entre pays et État. Donc ce n'est pas la même chose. J'hésitais aussi de savoir si je vais replonger un peu dans l'histoire. Ce que je veux faire quand même, en essayant de vous rappeler un peu quelques définitions que la francophonie a apportées et comment la francophonie a vécu toutes ces évolutions, toute cette complexification du développement durable avant de s'engager dans la notion des objectifs de développement durable. Ensuite, on ira sur des questions méthodologiques vers la fin. Vous vous souvenez sans doute que les différentes dates du développement durable, je n'ai pas besoin de vous les apprendre, mais je dois ces graphiques au professeur Christian Brodag, qui montre comment, au fur et à mesure que les conférences internationales se complexifient, il y a des concepts qui évoluent, il y a des acteurs qui rentrent en jeu, et la francophonie a essayé de suivre ce mouvement. Et une des choses qu'on peut noter, c'est qu'au fur et à mesure que les concepts, les définitions se clarifient, la communauté internationale essaie de chercher des outils pour mettre ça en œuvre sur le terrain. C'est pour ça qu'on a parlé de l'agenda 21 en 92, des stratégies nationales de développement durable en 2002, des OMD en 2000, etc. Et aujourd'hui, on est au stade des ODD. La francophonie a contribué à ces défis. Dès le départ, dès 92, a commencé à poser des questions, je suis tenté de dire, un peu à côté du grand consensus, mais qui a toujours fini par lui donner raison plus tard. Par exemple, en 92, on était les premiers à dire « Oui, mais on ne peut pas parler de changement climatique et de diversité biologique sans parler de désertification ». Et c'est suite à l'insistance de la francophonie qu'on est arrivé à la Convention sur la lutte contre la désertification. En 2002, on était les premiers à dire « Oui, on a OMD, on a environnement social, etc. Mais il ne faut pas oublier des aspects non physiques, tout ce qui est relatif à la culture. » Et c'est pour ça qu'on s'est donné une définition. Et les différents sommets des chefs d'État ont entériné ce consensus au fur et à mesure qu'ils se réunissent. Déjà, dès 1989, au sommet de Dakar, on était d'accord qu'il y a un lien fort entre économie et environnement. Je ne vais pas insister là-dessus, il y a d'éminents professeurs qui l'ont montré bien avant moi. Par contre, on s'est doté d'une définition que je vais vous donner ici, qui dit que le développement durable est une démarche. C'est une démarche. Donc c'est une hypothèse de travail qui allie les différentes dimensions, y compris la dimension culturelle, que je symbolise en ce schéma. Le social, l'environnement, l'économique, la gouvernance et surtout la dimension culturelle. Souvent, j'ai l'habitude de faire une blague, c'est de dire on a fait une définition qui ressemble à Mickey, si vous regardez un peu le schéma. Mais au moins, aujourd'hui, si vous regardez le vrai débat, quand on discute, ce n'est pas seulement les questions sociales, les questions environnementales, les questions économiques. Par exemple, des pays comme l'Afrique ont mis des questions de paix et de sécurité comme étant une dimension du développement durable. Et donc, finalement, se limiter à ce champ, c'est effectivement un vrai débat d'école. Mais au niveau de l'institution de la francophonie, on a gardé ce schéma qui est notre schéma de définition. Et donc, ce qui fait que on a essayé de s'adapter progressivement aux différents outils. Et moi, quand je parle d'outils, je vois 3 dimensions d'outils. La première dimension d'outils, je vois la question méthodologique. Comment on va opérationner le développement durable? La deuxième dimension, c'est les questions institutionnelles. Même à Rio+20, la question institutionnelle s'était posée. Qui va se charger de faire le développement durable sur le terrain? Et la troisième dimension, c'est la question des moyens de mise en œuvre. À Rio, on a parlé de fonds pour l'environnement mondial. Les questions des moyens, Chantal en a parlé suffisamment tout à l'heure, qui sont aujourd'hui au cœur et vous allez voir comment on l'aborde à notre niveau. Si je repars sur les outils spécifiquement, puisque c'est l'objet de mon intervention, on est parti aussi de l'agenda 21. Mais l'agenda 21, c'est 800 pages, 2500 recommandations, 27 principes qu'on demande aux pays de mettre en œuvre. 2500 recommandations. Un petit ingénieur qui est chargé de construire une route, on lui dit tu vas faire l'agenda 21 local, c'est 2500 recommandations. Ce n'est pas si simple que ça. Surtout pour des pays pauvres, où on n'a pas les ressources. Par exemple, moi, je viens du pays qui est dernier, c'est l'indice du développement humain.
Donc, si vous vous demandez de faire 2500 recommandations, ce que j'ai tenté de faire par ailleurs, ce n'est pas si simple que ça. C'est pour ça que nous pensons que les OMD, parce que la francophonie, c'est 2/3 des pays du Sud. Donc, les OMD, pour nous, c'était une façon plus simple d'essayer d'opérationnaliser. Mais, il y a un gros mais. Les OMD ont un avantage. Chantal les a cités. Mais si moi je les regarde, je suis tenté de dire les OMD ont permis de faire face à l'urgence. Et ils ont des caractéristiques positives. Ils sont connus, ils sont au nombre de 8. Ils sont chiffrés, mesurables. Ils sont définis dans le temps. Pour une fois, on a dit 2015, vous devrez atteindre ça. Ils font l'objet d'un consensus mondial et national. Personne n'est de lutter contre la mortalité maternelle et infantile. Ça, c'est normal, tout le monde est contre. Ils sont comparables. Je peux savoir ce qui se passe au Canada comparé à ce qui se passe au Niger. Ils ont permis des progrès importants, Chantal l'a dit. Le gros mais, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment inclusifs. Et Chantal a suffisamment parlé de l'inclusivité. Et surtout, en vertu du principe de responsabilité commune mais différenciée, ils ne s'adressent qu'aux pays du Sud, ceux-là même qui ne sont pas responsables des problèmes qu'on a. Essentiellement sociaux, ne traitent pas des questions environnementales comme les gaz à effet de serre, mais surtout, et c'est là où je rejoins mon professeur, ils sont simples, mais ils sont devenus une conditionnalité de l'aide publique au développement. Et ça, c'est le gros problème. Et ça a un enjeu énorme, qui est le suivant. Quand je mets DSRP, probablement la moitié de la salle ici, vous ne savez pas ce que c'est. Mais si vous prenez n'importe quel étudiant d'un pays du Sud, un pays le moins avancé, il sait ce que ça veut dire. C'est document stratégique de réduction de la pauvreté. C'est une invention de la Banque mondiale. Ça ne fait l'objet d'aucun accord nulle part. C'est écrit dans aucun texte des Nations Unies. Mais si vous ne faites pas un DSRP, vous n'aurez pas d'aide publique au développement. Mais là où c'est plus vicieux, c'est que si vous ne faites pas un DSRP, vous ne pouvez pas concevoir votre budget. Et si vous ne pouvez pas concevoir votre budget, vous ne pouvez pas affecter vos propres ressources. C'est-à-dire ce que votre pays mobilise, vous ne pouvez pas l'affecter et le dépenser. Et ça, c'est devenu un vrai problème. Et ce qui fait que ça a entraîné un autre effet pervers. Finalement, le développement durable, est-ce que c'est une question d'aide publique au développement ou bien c'est une question de développement tout simple de budgets nationaux? Ça, c'est l'autre perversité. Et quand vous regardez les discussions, le fameux 0,07% du PIB, quand vous regardez les discussions, tout se passe comme si on a un groupe qui dit le développement durable, c'est une question d'aide publique au développement, donc les riches, vous payez pour qu'on fasse du développement durable. Et les autres qui disent, mais non, attends, le développement durable, c'est une question de façon de faire pour éviter de faire exploser la planète. Donc, c'est tout l'argent, y compris les ressources propres, et y compris la façon de dépenser du secteur privé. Et ça, c'est un vrai point chaud. J'ai aimé la définition de Chantal. C'est un vrai point chaud. Et nous, évidemment, au niveau de la francophonie, comme nous accompagnons certains pays membres sur le chemin du développement dans leur planification, ce sont des questions qui nous reviennent régulièrement à jour. Une tentative de faire un outil consensuel, c'était la stratégie nationale de développement durable adoptée à Johannesburg. On devrait le faire au plus tard en 2005. Si nous regardons ce qui se passe chez nous, au niveau de la francophonie, on a essayé d'avancer en se dotant des aspects méthodologiques d'un cadre stratégique à Ouagadougou que nous allons renouveler prochainement à Dakar en novembre prochain. Nous avons fait évoluer notre institution, l'Institut de la francophonie pour le développement durable qui s'appelait avant Institut de l'énergie des pays ayant le français en partage, IEPF, qui est passé Institut de l'énergie et de l'environnement de la francophonie quand on a fait le sommet de 92 et qui est aujourd'hui Institut de la francophonie pour le développement durable. Donc, on s'est doté d'une institution qui essaye d'accompagner les pays dans ce cheminement. Nous avons mis en avant qu'on va accompagner les pays à se doter de stratégies nationales de développement durable. Là où nous n'avons pas un grand progrès, c'est sur le financement. C'est normal, on est une organisation intergouvernementale, on n'a pas de l'argent pour financer. Mais quand même, cet outil reste un problème. Nous avons essayé de faire un bilan chez nous, y compris au nord et au sud. Et vous remarquerez que 30% de nos pays sont dotés de SNDD, majoritairement des pays du nord, et 41% de nos pays membres sont dotés de stratégies de réduction de la pauvreté
essentiellement des pays du Sud. Le Québec n'a pas de stratégie de réduction de la pauvreté, par exemple. Donc, ça montre bien la différence de ce qui se passe et comment le système est un peu déraillé. Donc, les stratégies nationales de développement durable existent, mais c'est essentiellement au nord et quelques pays du Sud. Mais les pays du Sud sont essentiellement dotés de stratégies de réduction de la pauvreté. Je peux comprendre, c'est l'urgence, mais en termes conceptuels du développement durable, vous voyez un peu ce que ça vous pose comme difficulté. Alors, en termes d'évaluation des outils, moi j'aime bien rappeler ces 2 paragraphes. Rio + 20 lui-même dit « Nous demeurons résolument attachés à la réalisation intégrale et rapide des objectifs du millénaire pour le développement. » Malgré toutes les tares de ces OMD-là, les pays, et en particulier les pays du Sud, ont tenu à rappeler leur attachement à l'atteinte de ces OMD. Et on a quand même décidé de faire les ODD. En faisant ça, les chefs d'État de la francophonie ont rappelé juste après de dire qu'ils vont participer à l'élaboration des ODD, mais ils rappellent l'impérieuse nécessité d'atteindre les OMD. Et ils ont rappelé leur attachement à la réalisation des stratégies nationales de développement durable. Donc, pour dire que juste après, les chefs d'État et de gouvernement de la francophonie ont fait ça, qui sert de boussole maintenant pour la suite. Évidemment, la première question qui se pose, on va démarrer sur quel thème? Quelles sont les priorités? À Rio, on a défini 6 champs, 26 champs. Le secrétaire général des Nations Unies, pour un peu les départager, a engagé une consultation dans les pays juste à la sortie de Rio, qui les a classés en 32 thèmes. Et dans les 32 thèmes, selon la fréquence des réponses, il a fait une classification qui est une sorte d'ordre d'importance. Voici les thèmes qui nous intéressent. Ce sont les thèmes que je souligne ici. Je ne vais pas trop insister sur ces thèmes, mais ce sont les thèmes sur lesquels la francophonie a une priorité. Par exemple, un thème qui nous intéresse énormément, le thème culture, il est juste avant-dernier. Ça montre que les pays, la question culturelle, et là on va débattre longtemps avec le professeur, la question culturelle, je suis même tenté de comprendre pourquoi, parce que les 69 pays qui ont répondu sont majoritairement des pays du Nord. C'est peut-être qu'il y a un lien de cause à effet. En tout cas, à la sortie de ça, la francophonie a décidé d'engager une initiative pour contribuer à ce débat international. Mais comme nous sommes sur 5 continents, comme nous n'avons pas de position commune, nous sommes à la fois Union européenne, Amérique du Nord, Afrique, PMA, Groupe de 77 et la Chine, etc. Nous ne pouvons pas avoir une position commune. Et donc, ce que nous avons fait, c'est de dire, nous allons développer des argumentaires à nos États pour qu'ils puissent contribuer efficacement à ces négociations sur des enjeux que nous pensons être des enjeux convergents. Et là, nous avons participé à toutes sortes de rencontres. Elles sont nombreuses. Ce que Chantal n'a pas dit, elle a parlé du groupe de travail ouvert, mais il y a au minimum une vingtaine de processus, de dispositifs des Nations Unies qui vont tous converger vers cet agenda post-2015. Forum politique de haut niveau, ECOSOC, ce que le PNUD conduit, DESA, etc. Et ce que nous faisons surtout, c'est des plaidoyers avec nos ambassadeurs auprès de certaines thématiques qui nous semblent importantes comme culture et développement durable, égalité hommes-femmes, la paix, la prévention des conflits et le développement durable. Il y a un certain nombre de thèmes comme ça sur lesquels nous avons travaillé à fournir des argumentaires à nos pays pour que nos pays puissent participer efficacement à ces débats. Un des gros problèmes que nous avons, c'est que le français est en train de disparaître des Nations Unies. Aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire, le seul endroit où on parle vraiment systématiquement français aux Nations Unies, c'est dans les ascenseurs. Quand tu rentres, premier étage, first floor. Deuxième étage, second floor. Après ça, tu n'entends que de l'anglais. Et ça, si nos pays n'ont pas les documents en français, parce que les 2/3 sont des pays du Sud francophones qui ne comprennent pas du tout l'anglais, mais même pas à peu près, s'ils n'ont pas de documents en français, ils sont incapables de négocier. Donc ce qui se passe, c'est que nous nous retrouvons dans des groupes comme le G77 et la Chine, et c'est souvent l'Argentine, la Bolivie, etc., qui parlent. Et eux, ils parlent évidemment, ils comprennent mieux l'anglais que nous. Donc, nous travaillons à corriger un peu ces insuffisances-là. Nous travaillons dans les pays. À chaque fois que nous partons dans un pays, nous essayons de les sensibiliser sur cette grosse machine de négociation et sur les perspectives qui s'amènent. Il y a voici à peu près les 7 pays qu'on a fait l'année dernière. Et à chacun des pays, nous travaillons à tous les échelons. Au niveau des experts,
au niveau du gouvernement, où nous faisons des ateliers gouvernementaux, au niveau du Parlement. Et ici, vous avez un dispositif au niveau des Comores, où nous avons eu l'agréable surprise d'avoir le chef de l'État en personne qui est venu, qui est resté presque 2 heures de temps avec nous, pour essayer de comprendre c'est quoi toutes ces histoires d'ODD et dans quelle direction on va. Donc, ce travail de proximité est très important pour que le politique se mobilise et pour que le politique sache dissocier les intérêts des peuples, de ces peuples vis-à-vis de toutes ces grandes machines qu'on négocie au niveau international. Nous avons fait une contribution sur la formulation des ODD sur 5 thèmes, sur lesquels je ne vais pas retarder. Et il y a toujours des questions méthodologiques qui demeurent. Une grosse question est la suivante. Puisque nous sommes d'accord qu'on n'a qu'une seule planète, puisque nous sommes d'accord que nous ne pouvons pas tous vivre comme les Américains, et ça veut dire que c'est limité, puisque nous sommes d'accord que nous devrons nous débrouiller pour vivre ensemble, sur quelle gouvernance on va fonctionner? Comment on va s'assurer, puisqu'on dit que les objectifs sont valables pour tous, comment on va s'assurer que les États-Unis vont rendre compte au Niger sur leur progrès en matière d'ODD? En fait, c'est la question de fond que le Forum politique de haut niveau s'est posé. Et évidemment, c'est tellement compliqué qu'on est arrivé à ce genre de consensus qui va forcément faire plaisir au professeur Rist, proposer à compter de 2016 un mécanisme transparent, non contraignant, piloté par les États et ouvert au partenariat pour le suivi des engagements pris. Vous en sortez? Il est transparent, il est non contraignant, il est piloté par les États et il est ouvert à tous. Bon, c'est le genre de formulation politique qui a fait l'objet de longs débats pour arriver à ça. Même le non-forum politique, c'était un long combat. Et finalement, la dernière fois, à la dernière session, le forum s'est posé la question suivante. Pour répondre à ça, la seule chose qu'on a pour faire la reddition des comptes, c'est de mutualiser les expériences. Parce que si vous dites reddition des comptes, c'est que vous allez rendre compte. Rendre compte, c'est ce que le professeur dit, contraignant. Oubliez ça, pour les Américains, il n'y a personne qui va les contraindre. Donc, on ne fera pas de la contrainte. Par contre, on va mutualiser nos expériences. C'est ça le non contraignant. Mais comment on va faire mutualiser sans qu'on ait l'impression qu'on rende compte? Comment on va assurer l'intégration des dimensions du développement durable à tous les niveaux? Et surtout, quel outil pour mettre en œuvre pour mesurer cet élément-là? Et ça, c'est des grandes questions que le Forum politique se pose. Tout modestement, nous disons qu'en francophonie, on a quelques éléments de réponse. Par exemple, pour la mutualisation, nous avons tout ce que nous appelons le processus de revue par les pairs. Il y a déjà plein de pays qui l'ont fait, avec la participation de pays comme la France, comme le Canada, Québec, comme la Wallonie, comme la Belgique, qui ont participé à des partages d'expériences avec des pays du Sud comme le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, où les pays discutent sans tabou sur ce que chacun a fait. Et une des phrases que j'ai retenues d'un pays qui dit « Finalement, en matière de développement durable, nous sommes tous sous-développés ». Et ça, c'est sorti lors d'une de ces mutualisations d'expériences. Par rapport à la deuxième question, quel cadre? Pour nous, c'est très simple. Il faut aller avec les stratégies nationales de développement durable qui sont un consensus et dont on sait comment on les définit. Il y a plusieurs pays, une vingtaine, qui l'ont fait depuis qu'on travaille. Et en fait, comment mesurer? Figurez-vous que malgré qu'on ne parle pas forcément anglais, même dans l'espace francophone, il y a des outils qui peuvent le faire. Par exemple, ici à Québec, à Chicoutimi en particulier, il y a l'université qui travaille sur la grille d'analyse du développement durable que nous avons testé, qui a intégré la dimension culturelle là-dessus. Et nous l'avons testé dans 8 pays. Et partout où nous l'avons testé, ça a été un grand succès. Les gens nous disent, enfin, on sait à peu près ce qu'il faut faire. Jusque-là, chaque expert venait avec ses théories. Mais maintenant, on sait à peu près comment on va aborder les différentes dimensions du développement durable ensemble, dans un document de planification. Et donc, ça, ce sont des outils que nous pensons peuvent contribuer à ce débat mondial pour le faire avancer de manière simple. Et d'ailleurs, nous avons décidé aussi dans le pays, nous avons fait pour chaque pays une fiche gouvernance du développement durable. On en a fait 56. Et cette année, nous avons décidé, pas cette année, l'année prochaine, que nous allons choisir le Togo comme pays pilote, qui du reste a été choisi par les Nations Unies comme pays pilote. Nous allons travailler ensemble à expérimenter tout ça de manière concrète. Comment on va accompagner les pays à mettre en application
ces grands vœux que sont le développement durable et les objectifs de développement durable. Je vous remercie.